Donc Dominique Régnier, vous êtes politologue, professeur à Sciences Po, directeur général de la Fondapol. L'un de vos derniers ouvrages avait un titre prémonitoire, Où va la démocratie? Alors entre Bruno Retailleau qui nous a parlé de démocratie cadenassée et Jean-Pierre Chevènement qui nous a dit qu'il n'y avait pas de démocratie en dehors du cadre national, eh bien, quelle est votre réponse à votre question, où va la démocratie? Merci. Merci beaucoup, merci pour cette invitation à échanger avec vous. J'aurai sans doute, sur certains points dans le temps qui m'est donné, l'occasion d'exprimer un point de vue sans doute divergent sur tel ou tel aspect, mais je sais que cela ne vous déplaît pas, et peut-être même qu'il y aura moins d'accord avec moi qu'avec Jean-Pierre Chevènement, ce qui sera amusant. Sur le phénomène des Gilets jaunes, je voulais dire un mot parce que c'est un phénomène qui en lui-même est l'expression d'une crise d'une très grande gravité et qui, pour ce qui me concerne, puisque je suis invité aimablement à témoigner devant vous, pour ce qui me concerne, me préoccupe au plus haut point et qui ne va pas s'arrêter avant très très longtemps. Et je ne pense pas que nous puissions revenir à l'ordre politique que nous avons connu jusqu'ici. Nous sommes entrés dans une période de crise chronique profonde. Il faut espérer que nous arriverons à tenir droit, mais ça n'est pas sûr. Les choses vont, à mes yeux en tout cas, très mal, je crois de plus en plus mal, et je n'attribuerai pas ça à une majorité particulière. Chacun peut juger de cela, mais la puissance de notre crise est telle que certainement qu'il y a à voir avec la profondeur de l'histoire et toute une série très longitudinale de décisions dans lesquelles nous, le peuple ou les citoyens, nous sommes évidemment partie prenante. Rien ne s'est fait sans que nous soyons, d'une manière ou d'une autre, malgré tout, en accord avec ce qui avait été décidé. Alors moi, j'ai été frappé par le fait que les Gilets jaunes sont nés d'un... Si je suis très réducteur par définition, mais sont nés d'un excès de prélèvements obligatoires qui frappe tout particulièrement des Français qui n'ont pas d'alternative pour assurer leur mobilité que l'automobile, d'autant moins que par ailleurs, et je ne moquerai pas la décision, mais par ailleurs, on a plutôt fermé les lignes de chemin de fer, couvert les lignes de chemin de fer, et donc une espèce de trappe dans laquelle, on le sait, beaucoup de nos compatriotes, et en particulier, comme l'on dit dans les territoires, formule commode mais qui au moins fait sens, se sont retrouvés contraints de concéder une partie supplémentaire de leur pouvoir d'achat par une décision qui tombait sur eux avec une certaine facilité. Je dirais que ce sont des Français qui ont des problèmes, mais qui ne posent pas de problèmes. Et ce n'est pas tout à fait, je dirais, une bonne idée de confondre ceux qui ne posent pas de problème avec ceux qui n'en ont pas. Et donc les Gilets jaunes, pour moi, ce sont ces Français qui ont des problèmes et qui n'en posaient pas, et qui maintenant vont poser des problèmes. Et je pense que ça, c'est un sacré problème. Et je ne vois pas... La difficulté, si vous voulez, la difficulté, c'est qu'il faudrait être en mesure d'entrevoir des solutions, parce que les problèmes qui sont posés sont considérables. Il y a celui des prélèvements obligatoires. Je ne vais pas épiloguer, mais j'ai la conviction qu'il n'est plus possible de gouverner en augmentant les prélèvements obligatoires, ce que cependant nous faisons depuis 1958, sans arrêt chaque année qui passe, quelle que soit la majorité, hélas. Donc ça, il faut aussi quand même le constater et appuyer sur ce point. De la même façon, les 80 km/h étaient certainement, dans l'intention, une mesure, on peut dire incontestable. Sauver des vies, personne ne s'y opposera. Par contre, cette manière de faire descendre depuis Paris jusque dans les basses provinces et au fond cette idée que nous ne sommes pas en mesure de décider nous-mêmes localement de choses aussi élémentaires quand même que de connaître l'état des routes et de leur affecter une vitesse maximum de circulation, ça c'est quelque chose qui est un excès de réglementation qui n'a pas besoin de l'Europe pour exister en France. Et la bureaucratie française peut donner des leçons de bureaucratisme aux Européens. Et je voudrais quand même vous dire que si l'Europe nous dérange autant, pour réussir formidablement,
Nous sommes 27 pays, et assez bizarrement, sur bien des sujets, avec le même univers politique, l'Union européenne et les mêmes contraintes, nous les Français, nous réussissons moins bien. Il y a quand même quelque chose qui implique de poser nos questions à nous-mêmes, et non pas, je dirais, de façon qui n'est pas raisonnable, d'imputer à une instance supérieure ou extérieure, supposée extérieure, l'Union européenne, la cause de nos maux. On va voir ce que vont faire nos amis britanniques. Ce grand peuple de parlementaires qui organise un référendum, idée bizarre pour des parlementaristes historiques, et qui, une fois le référendum étant tranché de manière très claire, on veut sortir, ne peut plus, avec son seul Parlement, dont il a quand même, il détient la grande tradition, ne peut plus décider s'il veut rester ou sortir. Ma mère a appelé son chat Brexit, parce que quand il va vers la fenêtre, elle ouvre la fenêtre pour qu'il sorte, il ne sort pas. Elle ferme la fenêtre, il gratte à la porte. Bon, finalement, je trouve que c'est un syndrome. Alors, les gilets jaunes, ce qui m'a marqué, ce qui m'a d'ailleurs même ému et inquiété en même temps, c'est ce fait de ne pas vouloir de représentants. Moi, j'ai compris l'intention, mais quel message terrible pour le monde des représentants, qui ont déçu à ce point ou n'ont pas su convaincre. Je ne sais pas, il faudrait à chaque fois être très prudent et respectueux dans les formules, parce qu'on ne peut pas avancer à coups de yaka faucon. Mais quelque chose s'est passé qui fait que des Français très en colère et très pacifiques au départ voulaient exprimer leur malaise, ont posé des questions fondamentales qui sont là et qui restent sans réponse aujourd'hui, et ont considéré qu'il ne fallait pas de représentants pour porter leur colère. N'ont pas voulu d'organisation, n'ont pas voulu de programme. Tout ceci était à la fois très beau, très représentatif de la gravité de notre crise, et certainement aussi la condition d'une fragilité qui ensuite a permis un effet, comme cela a été dit, toutes les intrusions et manipulations de l'extrême gauche comme de l'extrême droite. J'ajoute ce point parce qu'il y avait ces deux éléments, mais vous le saviez, bien sûr, c'était pour faire court, mais je voulais le préciser. Donc il y a quelque chose qui a été volé, en fait, aux Gilets jaunes. Et ma grande crainte, c'est qu'à la sortie de cette crise, il n'y aura pas de sortie propre, mais à un moment donné, il y a une forme d'épuisement, et puis autre chose viendra, mais de pas forcément très heureux. Mais enfin, on se met à discuter, comme on l'a fait beaucoup ce soir, je trouve, d'institutions. Ce n'est pas ça la question des Gilets jaunes de départ. C'est les prélèvements obligatoires, cette manière de gouverner le pays. Si on ne répond pas à ces deux questions, mais qu'à la fin, on dit, on a trouvé la réponse, on va changer les institutions, c'est deux fois une mauvaise idée. Et ça, c'est très imprudent. Alors, et je voudrais terminer, je suis un peu pressé, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses, pas moi, d'intervenants, et puis il faut que vous laissiez la parole. Donc je voudrais vous juste associer et terminer cette remarque sur les Gilets jaunes, phénomène passionnant et sans précédent dans l'histoire française, tout à fait étonnant et passionnant. Deux ou trois remarques rapides qui nous associent aux interventions précédentes de mon ami Bruno Retailleau et de Jean-Pierre Chevènement, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, qui préside une fondation, ça a été dit, Respublica. Je suis moi-même directeur d'une autre fondation, la Fondation pour l'innovation politique, et nous avons souvent l'occasion de travailler ensemble et même de débattre ensemble de façon très... vous l'avez vu, enfin, on connaît Jean-Pierre Chevènement, très érudite pour sa part et toujours très heureuse pour ce qui me concerne. Mais cependant, je voudrais faire deux ou trois remarques. Je suis rapide, hein, et pardonnez-moi la vitesse de mon propos. D'abord, je pense que nous allons si mal que la République ou la démocratie n'a plus d'alliés. Et tout ce qui a été dit, au fond, j'aurais aimé le dire en présence de Jean-Pierre Chevènement, mais il avait des occupations, ce que je comprends fort bien. L'école, la famille, l'Église, les partis, les syndicats, les médias, les entreprises, le travail, les territoires, c'étaient les alliés de la République. On pourrait prendre chacun de ces mots et voir à quel point il a été disloqué. Aucun n'a résisté. Plus aucun ne peut remplir sa mission de grand allié de la République. Il ne sert à rien de les convoquer, ils n'existent plus. Et c'est un grand malheur. C'est un grand malheur. Ce ne sont pas... Je ne vais pas développer ces points. On pourrait prendre l'exemple de l'école, et ça suffirait. Ça n'est pas vrai, ça n'est plus vrai, et c'est très triste, que l'école est le creuset de la République. C'est fini. C'est l'expérience de nos divisions. C'est le lieu où nous nous séparons, tout de suite, désormais, même sur le programme d'enseignement.
Donc c'est devenu quelque chose d'extrêmement préoccupant. Ma deuxième remarque, c'est sur le peuple. Moi, je crois qu'un peuple existe quand on lui pose une question et qu'il a la liberté de répondre. Le peuple européen existera quand on lui posera une question et qu'il aura la liberté de répondre. Un peuple, ça n'existe pas par décret, ça existe par consultation. Les Américains ont fabriqué leur peuple en moins d'un siècle. Ils ne parlaient pas la même langue parce qu'ils se sont posés des questions, notamment d'ailleurs sur la fiscalité, c'est comme ça que ça a commencé, hein, et qu'ils ont décidé ensemble d'orientation. Le peuple français, la nation, mais moi j'ai écouté ce qui a été dit, individualisme, moi je pourrais ajouter multiculturalisme, je pourrais ajouter corporatisme, bientôt régionalisme. Où est le peuple, la nation que nous connaissions? C'est en voie de fragmentation. Mais c'est évident de ne pas le voir, c'est se raconter des histoires. Hein. Nous sommes en voie de fragmentation, il y a un séparatisme à l'œuvre, et il entraînera d'autres formes de séparatisme, des replis communautaires en tout genre, si nous ne trouvons pas la réponse, qui est bien compliquée, pour mettre face à ce peuple une puissance publique digne de ce nom. Et c'est par là que je voudrais terminer la question de la souveraineté. Moi, j'avoue, alors je suis très européen, hein, je le confesse, j'ai soutenu le traité constitutionnel, je crois que ça nous distingue peut-être, mais c'est vous qui avez gagné, hein, enfin, dans les urnes. Hein, donc, et je n'ai pas non plus trouvé que c'était une bonne idée voilà, de ne pas en tenir compte, mais c'est une grande difficulté, si vous voulez. Comment peut-on imaginer, et je pense que ça fait sens pour tout le monde, comment peut-on imaginer 27 peuples, nous sommes 27 peuples, qui changeraient des règles de vie communes, parce qu'ils sont d'accord pour vivre ensemble, mais demanderaient à chacun des peuples d'approuver les règles nouvelles pour la communauté? Ça ne marchera jamais. C'est impossible. Aucune communauté ne fonctionne comme cela. Un référendum européen, oui, mais des référendums nationaux sur les règles européennes, non. Et donc là, nous n'avons pas voulu trancher un problème. Nous nous sommes retrouvés avec un référendum qui disait non. D'ailleurs, en Espagne et au Luxembourg, ils disaient oui, mais il paraît que ça ne compte pas. Et aux Pays-Bas, en France, ils disaient non, pour des raisons d'ailleurs tout à fait opposées. Et effectivement, ça a mis fin à cette situation, mais elle n'est pas tenable. La souveraineté européenne, pour moi, est une notion dans laquelle je crois. Je crois même que nous n'avons pas beaucoup d'horizons autres que celui-là. On peut, et je suis comme vous, hein, j'aime passionnément mon pays, il me touche, il m'émeut, son histoire est la mienne, aussi loin qu'il m'en souvienne. Moi, c'est comme ça, je viens de l'Aveyron, moi, qui est mon pays profond, et j'ai été candidat en 2015 aux élections régionales, et je n'ai pas l'air la même expérience de la presse locale que mon voisin. Mais bon, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Ben justement, si. Peut-être même trop longtemps, apparemment. Non, si. Non, si vous voulez, la question, c'est que pouvons-nous faire à l'échelle de ce monde? Jean-Pierre Chevènement l'a dit, vous le savez tous. Il aurait pu citer les biotechnologies, l'intelligence artificielle, le réchauffement climatique, les grandes pandémies, les mouvements migratoires. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire sans nous dimensionner avec une coopération étroite avec d'autres pays? Comment ne pas essayer de mettre en face une puissance dimensionnée pour affronter la globalisation? Non pas à la place de la puissance publique française, mais en support, en point d'appui. Et je terminerai en disant ceci. La souveraineté, ça a été dit, moi ça me va très bien, c'est celle du peuple. On veut peser sur nos destins, c'est ce que nous voulons. Nous voulons réfléchir, discuter, peser sur nos destins. Le plus souvent, on exprime des préférences collectives. Il y a des élections qui ont lieu. Le problème, c'est pas qu'on ne s'est pas exprimé, c'est que ça n'a pas été fait. Nous n'avons pas un problème de souveraineté populaire au sens où nous ne savons pas ce que nous voulons quand nous nous exprimons. Nous formons bien des majorités. Mais c'est quand nous les avons formées, il n'y a pas une puissance capable de les réaliser. Nous avons un problème de puissance publique, pas un problème de souveraineté populaire. À quoi ça sert de toucher les institutions, puisque le problème, c'est la puissance publique, qui n'est plus capable, alors qu'elle les entend, de réaliser nos préférences. Et elle nous demande aujourd'hui de multiplier les consultations. On pourrait avoir des référendums d'initiatives citoyennes ou populaires, etc. Moi, je suis complètement convaincu que c'est une piste terrible, très dangereuse, puisqu'elle va nous amener à discuter encore de décisions qu'il faut prendre, mais que nous ne savons pas appliquer. Le problème, ce n'est pas de nous consulter, nous savons le faire. Hein.
nous votons maintenant pour les communes, les départements, les régions, les élections européennes, les élections présidentielles. Enfin, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas d'élections dans ce pays quand même. Hein. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas ensuite une puissance capable de les appliquer. Et donc, ma question, c'est comment laisser passer cette chance de faire de l'Europe une puissance publique commune, non pas à la place des puissances publiques nationales. Je crois que très peu de gens veulent cela, et ça n'est pas utile de lancer ce débat, mais en support, en appui, pour que la puissance, pour que la volonté populaire, la souveraineté populaire, quand elle s'exprime, puisse se réaliser dans l'histoire avec une puissance publique appropriée. Voilà ma conclusion. Merci beaucoup, Dominique.